Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'International. L'International reçoit pour vous ce soir et demain matin, pour la rediffusion bien sûr, le vice-ministre honoraire chargé des Congolais de l'étranger. Avec Antoine Boyamba, nous allons parler de la cohabitation, de la coalition. Nous allons parler aussi de bien d'autres sujets. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Très heureuse donc de vous recevoir, Antoine Boyamba. Merci beaucoup, madame, pour cette invitation. Merci, je vous en prie. Un des ministres français a parlé du compromis à l'africaine. Donc, vous avez été vice-ministre dans ce pays. Est-ce que pour que le Congo puisse décoller, Antoine Boyamba, doit-on avoir aujourd'hui, dans le cas précis, une coalition ou une cohabitation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va vraiment permettre le redécollage ou le décollage de la RDC? Oui, le redécollage ou le décollage, bon, tout dépend de quel angle on voit les choses. Le Congo, de toutes les façons, tel qu'il est constitué, quelqu'un ne peut pas dire « je veux diriger le Congo tout seul » parce que j'ai une majorité d'électeurs, et ainsi de suite. À supposer que la population du Sankuru n'ait pas voté pour vous, vous allez faire quoi? Vous allez les laisser au bord de la route, ou la population du Congo. Donc, on est obligé, quand on veut diriger ce pays, quand on a l'ambition de ce pays, de toujours chercher une majorité large, une majorité même naturelle. On a la majorité, comment dire, démocratique qui se fait à travers les élections des partis politiques. Mais l'histoire du Congo nous a démontré que cette majorité-là n'a jamais suffi. Donc il faut toujours élargir, aller un peu plus loin, raison pour laquelle souvent on fait appel aussi à la société civile, parce qu'on veut toujours élargir, aller prendre le plus grand nombre. Et cela est dû au fait de la façon dont notre nation a été constituée. Il y a une mosaïque d'une 450 tribus, donc on ne peut pas laisser une seule tribu en dehors du managériat de la nation. Et dans le cas présent, bon, on a deux choses. On a un président de la République qui n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, selon certaines sources, hein, qui n'a pas encore, qui n'a pas la majorité. Non. On a fait le calcul. D'une façon évidente, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Son parti, l'UDPS, a une trentaine, je crois, de députés. Son allié, l'UNC, a une quinzaine de députés. Donc le compte est très loin. Mais c'est le président de la République. Donc c'est que les Congolais l'ont choisi et il doit avoir une marge pour travailler. Parce qu'il a été élu. Donc, il doit avoir les moyens de travailler. Et ces moyens de travailler, si on doit être strict dans les textes, est empêché par une autre majorité qui est sortie des législatives. Mais je vois, et moi je vois, que nous allons vers une coalition, c'est-à-dire une majorité de Congolais. De toute façon, les programmes politiques ne divergent pas beaucoup. Et ce qui est encourageant dans le cas présent du Congo, c'est que c'est un peu une revanche sur l'histoire du pays. C'est le camp des nationalistes. Félix Tshisekedi, notre nouveau président, et M. Vital Kamerhe, par l'acte qu'ils ont posé à Genève de refuser les oukases que les sociétés internationales ont voulu imposer à notre pays, ont rejoint l'autre camp, qui se dit nationaliste et souverainiste. Ils combattent l'impérialisme. Oui, une façon de parler. Pas trop ces mots-là, mais quelque part, c'est un socle, un bon socle sur lequel le FCC et la coalition qu'on appelle CASH peuvent déjà travailler. C'est-à-dire la souveraineté du Congo, les richesses du Congo, pour une fois, entre les mains des Congolais. Et l'UDPS a une longue histoire d'être le papa Tshisekedi Étienne est très pointilleux, très sourcilleux de l'indépendance du Congo. Il ne voulait même pas qu'il y ait une seule immixtion dans les affaires intérieures du Congo. Et le fils, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va dans le même sens. Mais il rencontre aussi l'assentiment de l'autre famille politique qui est dans le même état d'esprit. Et je pense que je suis plus enclin à parler de coalition que de cohabitation.
Cette coalition, l'international, c'est ça, nous ouvrons un peu. Nous prenons l'exemple d'un pays, en tout cas très connu, parce que la politique de la France, nous la connaissons via les médias. Est-ce que la coalition sous Mitterrand ou sous Chirac avait bien fonctionné? Puisque eux, ils sont des vieilles démocraties. Est-ce que pour eux aussi, ça avait bien marché, ou il y avait des couacs dans cette coalition à l'époque? En France, il y a, enfin, jusqu'à l'élection de Macron, il y avait la gauche et la droite. Et la droite. Mais à l'intérieur de la droite, il y a les centristes. Et il y a... l'extrême droite. Et les gaullistes. Bon, l'extrême droite, on ne les met pas à l'écart. Et il y a les gaullistes. On a eu le général de Gaulle lui-même. On a eu le président Pompidou qui était des gaullistes. Et puis, on a eu un centriste très libéral, le président Valéry Giscard d'Estaing. Donc, à l'intérieur... Il y a eu le courant, comme on dit. Ouais, il y a beaucoup de courants qui, parfois, s'empoignent. En 81, François Mitterrand a gagné les élections. La présidentielle de 81, les socialistes, mais il a fait une coalition avec les communistes de Georges Marchais. Donc il y a eu 4 ministres communistes qui sont venus rejoindre. Ils ont eu un programme qui s'appelle le programme commun. Bon, là je pense que c'est ce que le président Tshisekedi a demandé, que nous puissions encore nous asseoir d'ici la formation du gouvernement pour qu'on puisse avoir un programme commun. Mais ceci dit, l'évidence est là, le programme commun est connu. Antoine Boyamba, nous revenons au propos de Yves Le Drian. Est-ce qu'il y a ce compromis à l'africaine? Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que c'est condescendant ou c'est réellement la vérité? Parce que quand je suis vos explications, c'est tout à fait un compromis à l'africaine, en fait. Parce qu'eux, ils ont des textes. Vous avez dit tout à l'heure que quand les textes sont bien suivis, les présidents ont déjà certaines prérogatives bien reconnues, comme la diplomatie, la défense et tout ça, il y a déjà des textes bien assis. Est-ce que chez nous, c'est la même chose ou c'est simplement un compromis à l'africaine où il y a trop de méli-mélo et tout ça, trop de sentiments, trop de choses à voir? Nous avons une constitution. Bon, quand vous parlez de M. Le Drian, mais j'ai remarqué il y a quelque temps, la France a dû rappeler son ambassadeur qui est en Italie, parce que l'Italie, selon la France, s'est immiscée dans les affaires intérieures. Donc, je souhaiterais que M. Le Drian prenne écho de cet acte que lui, il a posé vis-à-vis de l'Italie, que le Congo aussi ne sera pas très content que la France puisse s'immiscer dans les affaires. Mais répondez à cette question scientifiquement. Mais maintenant, le compromis à l'africaine, ça existe? Oui, mais le compromis à l'africaine, est-ce que c'est condescendant ou c'est... Non, vu du point de vue africain, ce n'est pas condescendant. L'arbre à palabres, c'est quoi que nos ancêtres ont toujours utilisé, on a tant vanté l'arbre à palabres, l'authenticité. C'est-à-dire on va se mettre autour d'une table, on doit parler de problèmes qui nous séparent afin de rallier tout le monde et trouver un compromis positif. Donc moi je trouve que dans le cas actuel, c'est une très bonne chose que on puisse trouver un compromis, c'est pas la compromission. Un compromis. Compromis pour que les choses aillent dans le sens positif pour le bien-être de tous. Est-ce que cela ne sera-t-il pas aussi, M. Antoine Boyamba, le non-respect des textes? Si nous devons suivre le respect, parce qu'on nous reproche, nous, Africains, de fois, de ne pas respecter nos propres textes. Nous avons voté cette constitution. Quand un parti a la majorité, c'est automatique. Comme le FCC, même si ce n'est pas une plateforme politique électorale, mais on sait que l'ancienne majorité présidentielle a déjà la majorité. Donc, ce n'est même pas utile d'avoir aujourd'hui un informateur, parce que la majorité est quasiment connue. Est-ce que ce n'est pas jouer aussi autour des textes? Et à la fin, les Européens nous disent, voilà, c'est le compromis à l'africaine, vous avez des textes, mais vous ne respectez pas ces textes. Si certains s'obstinent à parler qu'on doit trouver un informateur, alors que le FCC, tout en vente confondu, ont déjà dit que c'est un groupe uni sous la férule de l'autorité morale Joseph Kabila Kabange. Alors là, on sort de nouveau que vous avez employé compromis à l'africaine. Parce que là, on commence à créer des problèmes. Mais on n'a pas de problème à créer. Il y a une majorité qui est claire. Mais cette majorité qui est claire, qui est du FCC, avec le PPRD, l'AFDC, le CCU et tant d'autres partis politiques, mais cette majorité n'a pas fermé la porte en disant il y a une étanchéité dans nos actes, puisque nous reconnaissons un président de la République qui a été élu par la majorité des Congolais, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Donc nous avons, dans l'intérêt du pays, donc nous avons, je dirais même, l'obligation de nous associer avec lui, parce qu'il a été élu aussi, il y a des attentes qu'une grande partie de la population congolaise
sur le projet de M. Tshisekedi. Et cette même population congolaise aussi a aussi jeté son dévolu sur le programme du FCC, cet ensemble. Donc vous devez vous mettre ensemble pour trouver ce projet commun. Oui, donc on doit maintenant nous mettre ensemble pour mettre un projet commun pour le développement, l'indépendance, la souveraineté et le bien-être de J'ai avec moi un cadre de la majorité présidentielle. Est-ce que cette entente doit se faire avant les élections ou après les élections? Parce que ça a été la question fondamentale. Même le chef de l'État a parlé de ce deal-là. C'est ce deal-là. Ce deal-là, s'est-il fait avant les élections ou ça se fera maintenant, ou ça se fait maintenant pour sortir le Premier ministre? Avant les élections, chacun est parti de son côté. Il y avait plusieurs candidats. Avec l'espoir, nous on avait Ramazani Chadari. Avec l'espoir qu'il allait gagner, il ne l'a pas. Eux, ils ont fait une alliance et Félix Tshisekedi est passé. Maintenant, il se pose le problème de le Parlement, c'est à la Constitution. Mais il se fait que ce même peuple congolais, peut-être dans sa sagesse, refuse, comme à l'époque du MPR, ou du tout-puissant, que tous les pouvoirs soient concentrés entre les mains d'un même groupe. Donc, raison pour laquelle nous devons maintenant respecter ce que les Congolais ont décidé, c'est-à-dire on donne une partie à M. Félix Tshisekedi, on donne une partie au FCC. Donc, à vous maintenant de vous mettre ensemble. Nous devons écouter aussi le peuple. Et là, le peuple vient de nous donner une leçon. Une leçon. Plus question d'une hégémonie quelconque d'un quelconque groupe. Voilà, c'est ça. Tout à fait ça. Nous allons prendre un autre sujet. Dans l'international, cette fois-ci aussi, c'est le choix des gouverneurs. Antoine Boyamba, beaucoup de choses se disent autour de l'élection des gouverneurs. On parle de, comment je peux dire, de corruption dans le choix des gouverneurs. Il y a beaucoup de problèmes et tout ça. On s'ouvre un peu. Vous avez vécu beaucoup en France. Comment ça se passe, le choix je ne sais pas comment on les appelle aussi en France, pour les départements, c'est ça? En France, il y a des départements, non, pour les provinces. Il y a les départements. Il y a des départements et tout ça. Il y a les régions. Comment ça se passe? Il y a les villes. Comment ça se passe chez eux? Là-bas, chez eux, tout est clair dès le départ. Ils savent que nous allons en campagne pour la région Île-de-France. Par exemple, oui. Ça sera Madame Pécresse qui prendra la tête de liste des Républicains, donc c'est de la droite. De la droite. Et Madame Hidalgo, pour la ville de Paris, c'est Madame Hidalgo, dès le départ, il se dit ça sera elle. Et puis là-bas, c'est quoi? Pour être président de région ou gouverneur, c'est-à-dire maire d'une grande ville, il faut être un élu local. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, on voit, bon là, il y a des gens qui sont élus députés provinciaux, et qui, eux, à leur tour, doivent élire donc, normalement, si je suis votre... le gouverneur doit être un député provincial. Doit être un député provincial. Okay. Voilà. Comme ça, déjà, ça crée une certaine cohésion. Parce que quelqu'un qui a une pièce rapportée doit subir... les dictates oui, même le chantage. Parce que c'est une pièce rapportée. Mais imaginez que ça soit un membre de l'UDPS, un membre du PPRD, qui est un élu, avec ses amis, élus PPRD, élus UDPS, élus UNC, c'est plus facile. Parce qu'il est lui-même membre de cette assemblée. Okay. Donc, je pense qu'on peut déjà commencer à voir là-dessus. Mais ceci dit, moi je crois que cette constitution, pendant longtemps, c'était tabou, il ne faut pas parler, il ne faut pas essayer de parler de modification. Parce que vous voulez que Kabila fasse un troisième mandat, ainsi de suite, il ne fallait pas. Aujourd'hui, il est parti. Donc, on doit mettre mettre le ça... président Kabila est parti, nous devons remettre les choses sur la table. Cette constitution porte en elle les germes de la balkanisation du pays. Parce que ce que j'apprends... Nous pensons que la balkanisation viendra de l'extérieur. Non, la balkanisation... Nous sommes en train de... Voilà, de l'intérieur. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans nos provinces. Je prends le cas du là-bas, je ne suis pas de là-bas. Mais ce que j'apprends, ah oui, tel, oui, il est Chokwe, tel, il est Ndebo, tel, il est, Karunda, oui, il y a toujours telle tribu qui part,
Vous allez dans le sud Kivu, ah oui, on en a marre de l'hégémonie de telle tribu, les Bashi, et ainsi de suite. Et on a le cas du Congo central qui est juste à côté ici. Entre ceux du bas fleuve et ceux qu'on appelle le bas Congo machine. Mais où est-ce qu'on va où là? Est-ce que nous devons nous entêter à ce que tous les 5 ans, on est le même cycle au bord de l'implosion parce que telle tribu estime que non. Moi, j'aimerais qu'on puisse modifier cette constitution. Qu'on revienne un peu comme on avait à une certaine époque. La territoriale des non-originaires. Des non-originaires. C'est ça, ça sera une piste de solution. Je dirais aussi. même pas la territoriale. Je dirais même si on peut élire les maires ou bourgmestres des entités décentralisées, mais qu'au niveau de la région ou de la province, que ce soit un haut fonctionnaire de l'État qui sera là pour vérifier, pour veiller à ce que la Constitution est respectée. Quelqu'un qui n'est pas politique. C'est un haut fonctionnaire. Il est là pour veiller et il dépend du gouvernement central. Il veille au bon fonctionnement des services de l'État. Je pense que ça peut aider dans ce premier temps en entendant. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais qu'on essaie un peu d'évoluer. Parce que vous imaginez tout ce qu'on raconte. Bon, moi je suis candidat à rien, c'est-à-dire que je n'ai pas de preuves, mais on entend ici et là. Alors, faut pas, même le PGR a demandé à Lozolobangi, par exemple, d'amener les preuves. Oui, mais écoutez, Léon Nemalemba qui dit qu'il doit rester en justice. Certains candidats qui disent que certains députés provinciaux sont corruptibles. Il y a de la corruption. On va pas appliquer la politique de l'autruche. C'est ça, exactement. De faire semblant que tout va bien, Madame la Marquise, on peut aller comme ça, on peut rester comme ça. Non, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est vrai que quand il y a des trucs de corruption comme ça, on n'a jamais de preuves matérielles. On n'en a pas parce que tout le monde prend des précautions, on n'en a pas. Mais on vous dit que ça ne se passe pas bien. On entend des chiffres faramineux. 50 000, 30 000, 60 000, 100 000. Ça touche les nerfs. Le pays n'a pas besoin de ça. Le pays a besoin que nous puissions élire, avoir des dirigeants qui aient des projets pour leur développement. Je prends le cas de la ville de Kinshasa. J'attends des candidats qui viennent nous dire leur politique de développement de cette ville. Sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, sur le plan culturel. Est-ce que Hidalgo, par exemple, quand il veut être maire de la ville de Paris, par exemple, on les lit par rapport à son programme ou parce qu'il est de gauche ou de droite? Comment ça se passe? Non, elle est élue par rapport à un programme qui vient d'elle et de son parti. Et de son parti. À l'époque, c'est le Parti socialiste français. Donc, il y a un programme, on dit, voilà, nous pensons faire ceci pour la ville. Mais chez nous, c'est pas comme ça. On dit, chez nous, chaque candidat vient avec son programme. Chaque candidat vient, est-ce que même pas avec le programme? Moi, ce que je ne veux plus, que Kinshasa est à la COP Yabatou. Ou ils COP. Donc, on a conscience de ça. Moi, je suis un natif de cette ville qui s'appelait Léopoldville quand moi je suis né. Mes parents sont nés à Kinshasa, ici, Léopoldville. Mes parents m'ont raconté comment la ville se développait entre le port qu'on appelait HB, donc là il y a Massafco. Au fur et à mesure, on repoussait la population noire pour laisser place aux Blancs. Et comment on traçait les avenues, l'avenue Prince Baudouin qui est devenue Kassavoubou, l'avenue Bangala qui est devenue Bokassa. Comment on traçait ces avenues, comment on construisait les écoles, les marchés, ainsi de suite. Moi j'attends, écoutez, est-ce que vous trouvez normal qu'à Kinshasa, dès qu'il y a un terrain, on lotit seulement pour les habitations, on ne lotit pas pour les écoles, on ne lotit jamais. Je n'ai jamais vu un lotissement ici à Kinshasa, un nouveau quartier, on dit que non, ça sera des écoles. Ou ça sera des dispensaires ou des hôpitaux. Est-ce que c'est normal? J'attends des différents candidats qu'ils me disent. Parce que le pouvoir a, l'État a le pouvoir de préemption pour dire, voilà, monsieur, madame, vous êtes en train de vendre votre parcelle, c'est nous qui allons acheter ça. Parce que nous comptons créer une crèche pour les enfants ici. Nous comptons créer une école maternelle. Au lieu que ce soit toujours des immeubles insalubres et des commerces qui font du bruit, des immeubles insalubres, où on se dit, mais on est où? On est pire qu'à Port-au-Prince à Haïti. Kinshasa, qu'on appelait Poto Mohindo, est devenue une ville sale.
Parce qu'il n'y a aucun projet, aucun plan d'aménagement. D'urbanisation. Parce que les gens qui sont disent, oui, nous avons été élus, alors taisez-vous. On a été élus, fermez vos gueules. Non, il faut qu'on sorte de ça. La raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai dit, j'aimerais qu'on redonne le vrai pouvoir aux communes. Je prends le cas de la commune de Barombo. La commune de Barombo a l'aérodrome de Ndolo, donc on peut demander des taxes. La commune de Barombo a beaucoup... Ça s'est fait déjà, je pense. A beaucoup à la Bralima, qui est dans sa et certaines sociétés qui sont dans tout le secteur de Ndolo là-bas. Mais est-ce que si on va aller demander au receveur de la commune de Barombo, est-ce que la commune perçoit quelque chose? Je doute fort. Eh bien, on doit arrêter avec ça. Si on a un haut fonctionnaire de l'État qui va subir le contrôle de la Cour de compte et de l'Inspection générale des finances pour voir si effectivement les recettes qui sont reversées à telle commune servent réellement au développement de la commune, et ce qui doit aller à l'État central ira à l'État central. Moi, je pense que nous devons maintenant aller... La politique de la territoriale des non-originaires, Antoine Bouyamba, vous avez vécu à Kinshasa, est-ce que c'était bien à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas comment les originaires ne parviennent pas à développer leur propre terroir. Parce que quand on voit comment elle s'appelle, la grande dame qui a été Madame Zouzi, qui a été Zouji, je crois, c'est ça le bon nom, qui a été gouverneur au Bazaïr à l'époque. Oui. Quand on voit au Chaba, quand on voit Douga au Chaba, comment ça s'appelle? Il y a des millions d'autres à l'Équateur. À l'Équateur et tout ça. Oui. Mais pourquoi le Papa Mukamba. Voilà. Pourquoi on n'a pas laissé cette même politique oui, mais parce que... On a l'impression que les originaires eux-mêmes... Parce que nous, les politiciens, nous avons toujours cette tendance-là à vouloir pousser au populisme. Hein? Au moment vers la fin, le régime Mobutu commençait un peu à aller Kainka, c'était plus l'usure du pouvoir. Les gens commençaient à dire, oui, mais vous voyez, si chez moi, Mouchima, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a un gouverneur qui est du Kivu, il n'est pas de chez nous. Oui, mais depuis qu'on a mis, on peut faire le bilan. On peut faire le bilan. Et puis, cette histoire des autochtones, des originaires, mais ça crée des problèmes. À Kinshasa, ici. Qui est autochtone de Kinshasa? Qui est autochtone de Kinshasa? Parce que moi, ce que je sais de Kinshasa, la partie sud, de ce qu'on appelle Kinshasa d'aujourd'hui, et Congo, c'est les Bantandu. Les Selemba ou les Bumbu, c'était des villages avancés de Bantandu. Kimwenza, là où il y a la cité verte, cité Mama Mobutu, Mongafula, c'était des quartiers qui étaient plus Bantandu. De l'autre côté, on parle des Baumbu, oui, les Baumbu, non loin d'ici. Vers le fleuve. Et les Bateke, un peu plus à l'est, nord-est. Et les Bamfununga, vous n'en parlez pas. Moi, quand j'étais petit à Kinshasa, on voyait des gens avec des scarifications. On disait que les Bakolo Kinshasa, les Bamfununga. Eh bien, maintenant, si on doit mettre Mouteke, les Bamfununga vont râler. Et si on met Moufununga, les Baumbu vont râler. Et si on met Moumbu, les Bantandu, qui peuvent revendiquer aussi une partie de Kinshasa, peuvent râler. Et on le voit dans toutes les provinces. On le voit dans toutes les provinces. Vous avez été vice-ministre des Congolais à l'étranger. Vous êtes vice-ministre honoraire. Aujourd'hui, en Belgique, il y a des Congolais d'origine qui deviennent des échevins, des maires et tout ça. Pourquoi chez nous, ça ne passe pas qu'un occidental, quelqu'un qui n'a pas notre peau, postule? On a vu beaucoup de candidats qui ont postulé lors de la députation. Mais quand quelqu'un est clair de... On n'est pas raciste, mais pourquoi chez nous, nous ne parvenons pas à faire passer cela? Oui, mais j'ai vu... M. Nazem, je crois, qui est libanais d'origine. Est-ce que ce sera aujourd'hui possible qu'un gouverneur soit de race blanche aujourd'hui à Kinshasa? Moi, je dirais... Pour vous, ce sera une bonne chose? S'il est congolais, s'il est congolais et qu'il démontre... On n'a pas le monopole de l'amour du Congo parce qu'on est noir. Comprenez? On a vu des Congolais trahir le Congo. Il y a des Congolais qui sont allés s'allier avec d'autres pour trahir le Congo. Donc, moi, je trouve que le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que si la personne répond aux conditions légales, pourquoi pas, et il démontre certaines capacités. Quand on voit le Congo, moi, j'ai fait la tournée au mois de décembre pendant la campagne électorale. Bon, on trouve qu'on peut dire, ah oui, c'est comme si ce monsieur était très beau quand il était jeune, mais cette dame était très, très belle. On voit que les villes sont très bien tracées, mais un peu en décrépitude.
J'ai été à Inongo pour la première fois de ma vie. J'ai vu que c'est une ville qui a été très bien tracée par les colons. C'était pas des Noirs, hein. C'était des Blancs. J'ai vu Inongo, ça m'a surpris, des avenues larges, des grandes maisons coloniales, identiques à Mbandaka, identiques à Kisangani, à Bukavu, et ainsi de suite. Tout ça, ce n'était pas les Noirs qui avaient construit. Au contraire, nous les Noirs, nous avons détruit ça. Mais je ne veux pas parler de ça sur le plan purement racial. Mais simplement ce que je veux dire, toute personne qui montre un amour pour le Congo, vraiment un amour pour le Congo, on le voit d'ailleurs, et qui démontre ça. Mais nous, on a un problème historique ici, et qui fait que les gens se revivent. C'est cette histoire, c'est cette histoire avec le Rwanda depuis 1996. Guerre d'agression, ainsi de suite, et tout ce qui s'en est suivi, fait que, bon, les gens sont un peu frileux, voilà. Mais, entre-temps, il y a beaucoup d'Angolais qui sont devenus Congolais, sans que quelqu'un soit choqué ou s'en émeuve. Moi, je connais beaucoup de gens ici qui sont au pouvoir, dans les institutions, qui sont des Angolais, parce que moi, je suis né à Kinshasa, et quand on grandissait, on disait Bango Baza Bazombo. Et aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là et ils concourent. Vous avez parlé des colons, les gens qui ont tracé de belles villes. Moi, je vous pose une question directe. Et peut-être ça va choquer les gens. Est-ce que nous, les Noirs, nous sommes capables de diriger nos pays? Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, quand on voit, vous êtes né à Kinshasa, quand il y avait les colons, quand il y avait les Belges, Kinshasa était belle, Poto-Mohindo, comme vous le disiez. Oui. Nous avons acquis nos indépendances en 1960. Aujourd'hui, regardez la situation. C'est un peu partout comme ça en Afrique. Est-ce que le Noir est capable de diriger ses propres terres? Oui, le Noir est capable. Il y a même des gens qui disent qu'il nous faut une nouvelle récolonisation, directement, pour que nous puissions sortir. Bon, c'est des gens qui sont dans l'afro-pessimisme total. Je prends l'exemple simple du Ghana. D'ailleurs, il y a des images qui circulent, on voit l'ancien président Jerry Rawlings en train de régler la circulation. Le Ghana, dans les années 70, était la risée de l'Afrique. C'était des putschs militaires sur des putschs militaires. Et puis un jour, un jeune lieutenant, il n'avait que 31 ans, a mis fin à cela. Et il a mis un régime fort, il a durci, il a mis les lois, il a relancé l'économie. Et aujourd'hui au Ghana, ils ont 3 ou 4 anciens présidents. Il y a une alternance qui se fait. Mais comment chez eux ça se fait? Non, mais ce sont des Africains, des Noirs comme nous. Il y a l'alternance qui se fait d'une façon paisible. Mais je pense que là, ce qui vient de se passer chez nous au mois de décembre, janvier ici, je pense que le président Joseph Kabila Kabange vient de faire aussi une démonstration qu'on peut aller vers ça. Moi, je ne désespère pas de l'homme congolais. Nous allons vers ça. Il n'y a que nous, oui, le président Kabila va voir le président Tshisekedi. Il y a des gens qui commencent à ergoter. Oui, Alati chemise ça va soda. Mais non, attendez, ce n'est pas une tenue militaire. Et tout ce qui est vert olive ne veut pas dire militaire. Il sait qu'il n'est plus militaire. Mais c'est un militaire formé. Mais il n'est plus militaire du moment où il était. Bah alors, tout ça, c'est dans le cadre de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Le président Kabila, l'ancien président Kabila, a une expérience, une expertise, qu'on le veuille ou pas. Et le président Tshisekedi a aussi une expérience. Il l'a dit même au cours d'une interview pendant la campagne chez votre confrère de Top Congo. Donc, voilà, il a aussi besoin de bénéficier de ça. C'est ce que font les Américains, ce que font les Français. Et en Afrique, ici, le Ghana est l'exemple que nous devons suivre. Et je pense que le président Kabila, le Sénégal. Bon, le Sénégal, un tout petit peu le Sénégal. Bon, Macky a été réélu. C'est un peu KNK. On empêche certains opposants d'être candidats et c'est un peu KNK. Mais moi, je pense que nous, le Congo, nous sommes sur la bonne voie. Sur la bonne voie. C'est vrai, Antoine Boyamba, nous sommes sur la bonne voie. D'ailleurs, beaucoup de Congolais comparent Tshisekedi à Mandela parce qu'il a accepté de travailler avec les bourreaux, hein, entre guillemets, nous osons le dire. Est-ce que c'est vrai, vous qui êtes diplomate, est-ce qu'on peut aujourd'hui comparer Tshisekedi à Mandela? Bon, c'est un peu trop poussé. Mais aujourd'hui, les gens le disent. Mandela, il a accepté de travailler avec les Blancs, il a supporté, il n'a pas chassé les bourreaux de l'époque, de l'apartheid et tout ça. Donc, la situation en Afrique du Sud, c'était une situation d'un racisme d'État. C'était un racisme d'État. L'apartheid, c'était un racisme d'État. Et Mandela même échappé à la peine de mort. Hein. J'ai suivi une émission il n'y a pas longtemps avec ses amis, les Sissoulou, Walter Sissoulou et les autres.
Mais lors du procès de Rivoni en 62. En 62, 63. Donc, il y a cette partie-là. Mais ce que je dis, et je fais grâce au président élu, Félix Antoine Tshisekedi, c'est cette attitude qu'il a d'aller facilement vers les autres et de dire, il ne dit pas que je fais table rase du passé. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je ne veux plus de ça. Nuance. Il dit, je ne veux plus de ça. Moi, président, si je peux, François Hollande, moi, président, je ne veux plus de ça. Moi, président, je veux ça. Je tends la main à tous les Congolais. Même ceux qui ont fait du mal aux autres, de se repentir, de revenir. Vous savez, dans la Bible, l'enfant prodigue qui était parti est revenu. Et son père a tué un veau. Mais, le plus gras d'ailleurs. Voilà, le plus gras. Et l'enfant qui était resté à côté du papa a un peu boudé. Mais il y a eu une grande fête et la vie a repris son cours. Et nous, ici au Congo, je vous avais dit tout à l'heure au début de l'émission, c'est que nous avons la majorité parlementaire, mais on doit avoir aussi la majorité du cœur. La majorité du cœur, c'est-à-dire tous les Congolais, quelles que soient leurs origines, même leurs opinions politiques, doivent toujours chercher le consensus le plus possible. Le plus large possible. Voilà, le plus large possible pour l'émergence de notre pays. On ne peut pas diriger le Congo en excluant une autre partie, même si ces gens-là n'ont pas voté pour vous, que vous leur disiez, ah, vous n'avez pas voté pour moi, vous restez là, attendez dans 5 ans. Non, non. Est-ce que cela, ces élections, Antoine Boyemba, est-ce que cela a impacté en Afrique centrale réellement ce passage civilisé de l'ancien président? Ça a impacté en Afrique centrale? Ouais, j'espère, je dis bien j'espère parce que jusque-là encore, il n'y a pas d'élection en vue chez nos voisins. Mais j'espère que ça va impacter et que les opposants de ces pays-là vont bouger et que la presse internationale qui est prompte à sauter dès que c'est sur la RDC va le faire concernant nos voisins, ici dans la sous-région. Pour qu'aussi, parce que imaginez, il y a encore en Afrique 8 ou 9 chefs d'État contemporains de Mobutu. Wow. Voilà. Il y a le Biya, président Mobutu. il y a il y a Biya, il y a de l'Algérie, il y en a beaucoup. À côté. Il y a Sassou. Il y a au moins à côté, on a au moins 3. Il y a le Djibouti, il y a l'Érythrée, hein, il y a le Soudan. Donc voilà. Alors, parce que, dites-nous. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne dit rien dessus? Mais au moins ici, les choses se passent d'une façon civilisée. Je salue les premiers pas du président Félix Tshisekedi. Et je pense que les choses vont aller dans le bon sens parce qu'il y a des gens qui essaient toujours de dire oui, il faut qu'il fasse ceci, il peut dissoudre. Non, même pour dissoudre, il y a des lois. Il y a des mécanismes pour la dissolution. De l'ex-président de la République, il y a des mauvaises langues qui disent que son nombre est encore trop présent actuellement. Aujourd'hui, le président Kabila, dès qu'il convoque, il y a même les ministres qui doivent travailler, quittent leur bureau pour aller à Kingakati et tout ça. Madame, il est encore trop présent. Il aurait fallu qu'il... Madame, à Kingakati, c'est un dimanche. Tout simplement. Oui, c'est un dimanche. Il ne convoque jamais pendant les jours de la semaine. Non, pas du tout, à mon avis, non. À mon avis. Mais est-ce qu'il est présent? Est-ce que sa présence serait sans... Mais écoutez, madame, même Mobutu est présent. Même Mobutu est présent dans la tête de gens. Écoutez, on entend souvent, ah, celui Mobutu Azala qui est à la beauté. On l'entend, ça dit Mobutu est toujours présent. Laurent Désiré Kabila est toujours présent. Ah, Nathan Mamouzé, celui Mobutu est Fimbu. Donc, c'est-à-dire, et ça ne peut pas partir comme ça. Même Étienne Tshisekedi est toujours présent. Il n'a jamais été premier ministre, il n'a jamais eu le pouvoir suprême. Mais les actes qu'il a posés font qu'on dit non, non, avec lui, il n'y avait pas de compromis. Hein? Il n'y a pas de compromission. Parce que c'est un homme qui disait que les choses doivent être comme ça. Donc ils resteront toujours présents. Même Patrice Emery Lumumba, qui n'est resté que 2 mois au pouvoir, est présent.
60 ans après, il est plus vrai, que présent. Vraiment, une toute dernière question, nous sommes en train de chuter. Antoine Boyamba, je ne peux ne pas vous poser cette question. Vous avez été vice-ministre chargé de Congrès de l'étranger, l'apport de la diaspora en quelques minutes. Parce qu'aujourd'hui, on reproche à notre diaspora, par rapport à d'autres, vrais ou réels, que la diaspora congolaise aujourd'hui ne vient que pour s'accaparer des postes, au lieu de créer des entreprises aujourd'hui, comme le font les autres. Leur apport est beaucoup plus privé. C'est vrai qu'ils vont nous dire, nous donnons beaucoup, Western Union, allez voir Western Union, allez voir MoneyGram, nous apportons des millions. Mais on leur reproche que leur apport ne soit que privé, pas dans le cercle Madame, classique ou dans le cercle vraiment économique, dans le giron économique. Est-ce que c'est vrai? Madame, il faut reconnaître à la diaspora le mérite d'avoir empêché qu'il y ait des dictatures au Congo. La diaspora a toujours fait beaucoup de bruit. La diaspora a toujours fait du lobbying positif pour le Congo afin que telle chose ne se passe pas, telle chose soit faite. N'oubliez pas que nous avons des grands médecins, nous avons des savants, nous avons des professeurs. Il y a Madame Sandrine Moubenga, que je salue en passant, qui est aux une brillante ingénieure, une savante. Voilà. Mais c'est un apport pour notre pays. Vous nous comptez que... Parce que, vous savez, il y a aussi un racisme de notre côté. Oui, contre ceux qui sont à l'étranger. Quand ils viennent ici, c'est du racisme, madame. Donc, c'est oui. Comme on dit le racisme anti-blanc. Anti-blanc, en fait. Il y a un racisme anti-diaspora. Anti-diaspora, oui. Et qu'est-ce qu'ils veulent venir faire ici? Même s'ils disent non, moi je ne viens pas chercher du travail ici. Je vais seulement vous dire que telle chose se fait plutôt comme ça parce que la nouvelle technologie n'est pas encore arrivée ici chez nous au Congo. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire voir? Donc, c'est ça aussi. Mais moi, je dis, la diaspora a un apport non négligeable, même au niveau des idées, au niveau du lobbying. Hein? Ne négligez pas. J'ai été leur ministre pendant 2 années et je vous dis qu'en dehors de quelques braillards, nous avons des gens, des hommes et des femmes de grande qualité dans cette diaspora et qui font l'honneur de notre pays. Merci Antoine Boyamba-Maladi, n'est candidat en rien, ni au gouvernorat. J'espère qu'en 2023, vous allez quand même postuler quelque part. Une intelligence comme ça, peut-être que vous travaillez sous coulisses, on ne sait jamais. Peut-être que vous êtes ambassadeur itinérant, on ne sait pas. Madame, vous êtes dans la diplomatie, ça ce sont des secrets des dieux, on ne sait jamais. Madame, j'ai été ministre. Est-ce que tous les ministres doivent être des élus? Pas forcément. Non, ceux qui sont élus, il y en a aussi, on peut leur dire, mais vous avez été élu au Parlement, restez au Parlement, faites-nous des bonnes lois et laissez les experts travailler dans le quotidien aussi de la République. Donc, vous êtes journaliste chevronné, ce n'est pas dit que vous devez absolument être PDG d'une chaîne de télévision. Mais là où vous êtes encore beaucoup plus efficace que si vous étiez PDG de cette structure, parce qu'on n'allait même pas vous voir, vous entendre, vous allez être pris dans les problèmes administratifs. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci donc à Antoine Boyamba d'être passé à l'international. Il nous a vraiment parlé de... surtout l'accent a été mis sur le choix de gouverneurs. Il faut vraiment que les gouverneurs soient des élus. Je crois que c'est ça vraiment le message fort. Soit prochainement peut-être, parce que cette fois-ci nous sommes déjà sur les rails, ça sera peut-être un peu trop tard, mais prochainement que les gouverneurs des provinces soient réellement des élus qui proviennent des assemblées provinciales. Ils auront peut-être beaucoup plus de poids pour ne pas subir les dictats ni les chantages des gens qui viennent de l'extérieur. Parce que vraiment, on se plaint, on se dit comment ça sera notre Sénat qui sera rempli des gens qui corrompent, des corrompus, des corrupteurs. Qui seront nos gouverneurs? Parce que si l'argent circule comme ça, on ne choisirait que celui qui donne l'argent. Peut-être il y a ceux qui ont un bon programme mais qui ne seront pas élus parce que, dommage, ils n'ont pas ni 30, ni 40, ni 50 000 $. C'est là où nous sommes aujourd'hui par rapport au choix des gouverneurs. L'apport de la diaspora, Antoine Boyamba-Maladi, il y a une diaspora élitiste aussi, une diaspora congolaise très élitiste, c'est la cité Sandrine Moubenga que je salue. Il y en a beaucoup que je ne peux que féliciter, qui apportent aussi quelque chose dans ce pays. Évitons aussi ce racisme anti-diaspora, comme l'a souligné. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité, nous devons soutenir notre diaspora. Et merci en tout cas à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir prochainement.